Sinon, on avancera. Bien, je continue. Alors, les propriétés, justement, on vient de voir donc le modèle d'un producteur et d'un consommateur qui se synchronisent quant à l'accès à un tampon. Et vous remarquez bien que ça fonctionne normalement. Hein. On a utilisé deux sémaphores, NV qui indique le nombre de cases vides et NP qui indique le nombre de cases pleines. Initialement, toutes les cases sont vides et aucune case n'est pleine. Et tout dépend du moment, donc ça avance. Le NP donc augmente hein, et comme qu'il peut diminuer. Voilà. Euh, très bien. Alors maintenant, on va essayer d'observer quelques propriétés. Si la consommation suit l'ordre de production, le producteur et le consommateur n'opèrent jamais sur la même case. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a vu le déroulement depuis tout à l'heure. Je vais revenir au déroulement rapidement pour avoir un petit peu cette propriété-là. Vous remarquez qu'au départ, on avait trois cases qui étaient vides. On a déposé une case. Cette case-là qui a été déposée a été vidée. Trois cases sont vides. On a rempli une case. On a rempli une deuxième case. Troisième case. Le consommateur, quand il a consommé cette case-là. La première case qui a été déposée. Voilà. Puis la deuxième case, dans l'ordre. L'autre est rempli, la case qui a été vidée. Donc, l'ordre, c'est celle-ci et celle-ci. Dans l'ordre de production, le consommateur, il suit cet ordre-là. Vous voyez? Voilà. Puis celle-ci. Il a vidé celle-ci et puis il va vider l'autre. Vous remarquez bien que là, il n'y a plus de cases vides, de cases pleines, je m'excuse. Donc, le consommateur ne peut pas travailler ce bloc. Tout à l'heure, il y avait plus de cases vides. Le producteur s'est bloqué. D'accord? Mais vous remarquez bien qu'à chaque fois, chacun travaille sur des cases de nature soit vide, soit pleine, hein, de manière, comment dirais-je, respective. C'est-à-dire que le producteur travaille sur les cases pleines, le consommateur, vide, pardon, le consommateur sur des cases pleines, parce qu'il prélève. Et donc, vous remarquez qu'ils n'ont jamais travaillé sur la même case. Ici, par exemple, le consommateur, quand il a tout vidé, il a voulu travailler sur cette case-là, mais il ne peut pas faire travailler parce que le sémaphore le bloque, parce qu'il n'y a aucune case pleine. Donc, il ne travaille jamais sur la même case. Hein? Donc, voilà, la propriété, c'est celle-ci, justement. Si la consommation suit l'ordre de production, le producteur et le consommateur n'opèrent jamais sur la même case. Voilà l'idée de celle-ci. On va la préciser encore plus loin quand on va parler du tampon circulaire. D'accord? Et vous remarquez aussi la deuxième propriété, que le producteur et le consommateur ne se bloquent jamais en même temps. Si le producteur se bloque, c'est parce qu'il n'y a pas de case vide. Tout est plein. Tout est plein veut dire que le consommateur peut travailler. Si le consommateur est bloqué, c'est parce que tout est vide. Mais parce que tout est vide, le producteur peut travailler. Donc les deux ne peuvent pas se bloquer en même temps. Voilà, ce sont les deux propriétés fondamentales de ce modèle du producteur et consommateur. Donc, si la consommation suit l'ordre de production, ça veut dire quoi? Si vous marchez dans la neige, tout le monde connaît la neige. Vous mettez des pas. Premier pas, deuxième pas. Celui qui vous suit, il vous suit. Hein? Après vous,
il suit les mêmes pas. Le premier pas que vous avez mis, le deuxième pas. Vous mettez les pas en couleur blanche, lui, quand il va suivre, il va mettre la couleur rouge. Pas en rouge, pas en rouge, en rouge, en rouge, le blanc, le blanc, le blanc, il le suit, rouge, rouge, rouge. Ça veut dire que vous produisez des empreintes dans la neige. Et lui, il va produire des couleurs sur la neige. Donc, il consomme ces empreintes-là. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. L'ordre de production, bien l'ordre de consommation, suit l'ordre de production. Voilà ce que ça veut dire. Gestion du tampon. La gestion du tampon, jusque-là, j'ai dit déposer, prélever. Quand j'exécute déposer, le producteur, bien sûr, il va déposer nécessairement dans une case qui est vide. Il connaît les cases. OK? Le consommateur, quand il prélève, il va aller à une case pleine. Parce qu'il a été autorisé, ça veut dire qu'il y a des cases pleines. Donc, il va aller aux cases pleines. Donc, on suppose qu'il connaît les cases pleines. Voilà ce que j'ai dit, on le suppose. Maintenant, on va faire en sorte qu'ils vont aller aux cases respectives pleines et vides. À travers la gestion du tampon. Tout à l'heure, on n'a pas parlé du tampon. Dans quelle case je dépose, à partir de quelle case je prélève. On n'a pas parlé. On dit, je vais aller déposer dans une case vide, je vais aller prélever une case pleine. Ça, c'est clair. Mais c'est tout. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va écrire maintenant les primitives déposées et prélevées et on va utiliser ce qu'on appelle la gestion circulaire du tampon. On va supposer que n, c'est la taille du tampon T. On va supposer deux pointeurs. T pointe la première case pleine et Q la première case vide. Donc, le producteur, quand il va aller déposer, bien sûr, en supposant que Q initialement est égal à 0, T est égal aussi à 0 initialement. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Q pointe la première case vide. Vide, donc c'est une case vide. Donc, je vais aller, quand je dépose, je vais aller déposer dans cette case-là vide, parce que je pointe la première case vide. T de Q reçoit l'article que j'ai produit. Et après, je vais mettre Q, reçoit Q plus 1. J'incrémente, je vais aller à une autre case. Donc, je commence par 0, puis par 1, par 2, 3, 4, j'avance de cette manière-là. Mais quand j'atteins le N, donc de 0 jusqu'à N-1, N-1, c'est la dernière case. D'accord? Pardon. C'est la dernière case. Et quand je vais mettre Q reçoit Q plus 1, ça devient N. N modulo N, ça devient 0. C'est parce qu'il n'y a pas de case N, donc je vais revenir à 0. Et puis plus c'est 0, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, N-1. Au lieu de N, ça devient 0. C'est ce qu'on appelle le tampon circulaire. Je marche de cette manière-là. Et le consommateur kiff. Il va travailler de manière circulaire. T, on suppose que T pointe la première case pleine. Pleine, donc je peux prendre de cette case-là. Je lis à partir de cette case-là, T de T, je mets dans mon article. Et j'incrémente T. Normalement, T est supposé pointer la première case pleine. On va voir dans le déroulement. D'accord? Modulo 1. Supposons un tampon de cette taille-là, hein, d'accord, de taille 10, il est vide, vide. Le T et le Q, ça c'est le Q qui concerne le producteur, ça c'est le T qui concerne le consommateur. OK? Alors, on va suivre cette méthode-là. Le consommateur ne peut pas travailler, vous êtes d'accord avec moi, c'est clair, hein, parce que tout est vide. Le sémaphore va l'empêcher, mais le producteur peut déposer. Il dépose ici, à la case 0, pardon, Q égale à 0 initialement. Il va mettre Q soit Q plus 1, ça devient 1. Donc la case 0 est pleine. Je pointe la première case vide. Je pointe la première case pleine maintenant. Hein. Pleine, tout à l'heure c'était juste un cas particulier. Pleine, case pleine. Je dépose, j'incrémente. Je dépose, j'incrémente. Je dépose, j'incrémente. Ah, voilà. Donc je pointe la première case pleine, vide, pardon. Ça c'est le producteur. Le consommateur, lui, maintenant, il peut travailler la 4 cases. Il commence à partir de numéro 0. Il va prendre cette case-là. Et bien sûr, plus 1, il va pointer la première case pleine. Vous voyez? Première case pleine. Première case pleine. Le producteur continue.
Je dépose, j'incrémente, je dépose, j'incrémente, je dépose, j'incrémente. Le consommateur continue aussi. Je prélève, j'incrémente. Voilà, les cases deviennent vides. Voyez les cases vides. Tout cela sont vides. Le producteur, quand il termine de déposer tout cela, il va revenir. Si le sémaphore ne l'empêche pas, il va revenir, pas de problème. Parce que quand tout est plein, le sémaphore le bloque. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas travailler sur la même case. On va le voir. Consommateur avance. Hop, vous remarquez que le consommateur a tout vidé. Hein? Il peut être là, normalement c'est la case pleine, mais parce qu'il n'y a rien, malheureusement c'est une case. Mais attention, le consommateur ne peut pas travailler parce que le sémaphore l'arrête. Souvenez-vous de la solution. Il va l'arrêter ici, pas continuer. Mais le producteur, si, il peut travailler. Il va déposer, incrémenter, déposer, incrémenter, déposer, incrémenter, modulo n plus 1, donc ça devient 0. Je dépose, j'incrémente, je dépose, j'incrémente. Imaginez que maintenant le producteur rattrape. Ah, il a déposé la dernière. Là aussi, lui aussi, parce que tout est, quand il va faire P de NV, ça devient négatif. Il se bloque. Vous voyez, il ne peut pas travailler sur la même case que le consommateur. Impossible. Mais le consommateur peut travailler maintenant. D'accord? Voilà. Bon, pardon. Je reviens marche arrière, juste. Donc, ça a été comme ça. Le producteur, tout est plein. Donc, le consommateur va consommer une case, consommer une autre, consommer une autre. Et voilà, donc ça continue de cette manière-là. Vous remarquez, donc, voilà, ça avance, ça avance. Le producteur, il prend le devant, d'accord? Donc, à chaque fois, il avance, il avance, il avance. S'il stagne et l'autre le rattrape, eh bien, il va se bloquer. OK? Alors, il y a question? Question, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je vous entends. Est-ce que vous pouvez répéter? Je répète tout le déroulement. Tout. Hein? Dites-moi, s'il vous plaît, je n'ai pas compris ce signe-là. Je répète tout le déroulement, le dernier point. Dernier point, là, on s'est arrêté au point où le processus, pas dernier point, je ne sais pas, tout cela, ce point-là, Voilà, je vais répéter, machin, d'accord? Je vais répéter, pas de problème. Alors, on revient, marche arrière. Voilà, tampon circulaire. On a les deux primitifs, je vais aller un peu plus vite, hein, pour ne pas perdre de temps. Un peu plus vite. J'ai le tampon de taille N, j'ai le pointeur T qui pointe la première case pleine, Q la première case vide, Q utilisé par le producteur et T par le consommateur. J'écris les deux primitifs qui sont comme ça. Le producteur, quand il dépose dans la première case vide. Donc, elle est supposée vide. T de Q reçoit article, bien sûr, si le sémaphore ne le bloque pas. T de Q reçoit l'article et Q reçoit Q plus 1. Maintenant, Q peut atteindre N. Au départ, c'est 0, donc ça devient 1, 2, 3, etc. jusqu'à n-1. n-1 plus 1, ça devient 1 et revient à 0. La même chose aussi pour celui-là. OK? Le déroulement, voilà. J'ai supposé qu'on a les deux pointeurs. Ça, c'est le vert concerne le producteur et ça concerne le consommateur. OK. Le consommateur ne peut pas travailler parce que le sémaphore le bloque, parce qu'il n'y a aucune case pleine. Mais le producteur, si. Toutes les cases sont vides. Donc, il peut déposer, il incrémente. Voilà. Et de Q reçoit article Q égale à 0, Q reçoit Q plus 1, modulo n, donc c'est 1. La même chose. Voilà. Maintenant, c'est le consommateur qui veut travailler. Parce qu'il veut travailler, c'est tout. Hein. D'accord. Donc, il a pointé la première case pleine, il l'a vidé, plus 1, pointé une nouvelle case pleine. D'accord. Il la vide. Voilà. Le producteur continue. Voilà. Consommateur aussi continue. Kiff, kiff. Il vide, il incrémente. Il vide, il incrémente. Voilà la méthode. Hop, il a rattrapé le producteur ici. Là, il ne peut pas continuer le consommateur parce que le sémaphore va le bloquer. D'accord? Il ne peut pas prélever quelque chose qui n'existe pas. C'est vide. Quand une case qui n'est elle est censée être pleine, mais elle ne l'est pas, parce que tout est vide.
Mais je me suis bloqué le temps que le producteur remplisse cette case. Le producteur peut travailler. Il va remplir. Maintenant, elle est pleine. Hein? Ça signifie ce qu'elle veut dire. D'accord? Alors ici maintenant, le pointeur est n-1, c'était n-2, plus 1, n-1. N-1, je pointe la première case vide. Ça va le CD. Quand je dépose, j'incrémente le pointeur de 1, mais ça va revenir à 0. Et je continue comme ça. Le sémaphore ne me bloque pas. D'accord? Ah là, parce que j'ai voulu qu'il rattrape le consommateur, il a rattrapé. Il a tout. Tout à l'heure, c'était le consommateur qui a rattrapé le producteur, tout était vide. Maintenant, j'ai fait en sorte que c'est le producteur qui rattrape le consommateur. Tout est plein. Le producteur ne pourra pas travailler. Mais le consommateur, si, il peut travailler, peut continuer. D'accord? Voilà, consommateur, il vide, il incrémente, il vide, il incrémente, vide, il incrémente. Hein, comme ça, vide, il incrémente. C'est tout. Bon, j'ai arrêté là parce que ça y est, l'explication, c'est tout. Hein. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ça fonctionne bien. Et voilà, vous remarquez bien que c'est un tampon circulaire, c'est comme si c'était un ruban infini. Hein. Imaginez que je mets des empreintes sur la neige. Je marche, je marche, je marche, c'est des blancs, et celui qui me suit, il met des traces en noir. D'accord? Il suit la production. Hein. Dans la consommation, il met son pied sur la première trace que j'ai mis parmi celles qui restent. OK? Donc voilà. Là, justement, dans le tampon circulaire, l'ordre de consommation suit l'ordre de production. Il n'opère jamais sur la même case. Et il ne se bloque jamais, comme vous le voyez, parce que le tampon contient au moins une case. Le n est différent de 0. Très bien. Maintenant, plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Ah, si j'essaie de reprendre la solution de tout à l'heure avec un seul tampon, mais imaginez que j'ai plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs avec un seul tampon. Donc, plusieurs producteurs peuvent vouloir déposer. Imaginez qu'il y a 5 cases vides, pleines, vides dans le tampon. Un producteur qui exécute ce texte-là, quand il va faire P de NV, ça devient 4. L'autre producteur aussi, quand il va faire P de NV, ne se bloque pas, ça devient 3. Donc, les deux peuvent se retrouver en train de déposer. Ils ont l'autorisation parce que chacun a pris une case vide qu'il veut transformer en case pleine, mais ils vont aller déposer simultanément. Aller déposer simultanément, ils vont travailler sur la même case avec le même pointeur Q. Et ça, c'est très dangereux. On n'a pas le droit de les laisser déposer dans la même case. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le dépôt, malgré que vous avez l'autorisation, vous avez une case vide, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais quand il s'agit de déposer, il ne faut pas faire les choses en parallèle. Il faut déposer séquentiellement. Donc, on utilise un sémaphore d'exclusion mutuelle juste pour le dépôt. C'est juste pour le dépôt. Vous avez l'autorisation, pas de problème. Mais quand il s'agit de déposer, un par un. Je dépose moi, quand je termine, oui, il peut déposer parce que j'incrémente le Q, ça pointe une nouvelle case vide, et à ce moment-là, il peut l'utiliser lui aussi. Même si on est plusieurs, ça va être un après. La même chose aussi le consommateur. Si NP égale à 6, par exemple, il y a 6 cases pleines, deux consommateurs vont faire P de NP, ne se bloque pas. Ça devient 5, il passe, l'autre, ça devient 4, il passe. Se bloque pas. Ils vont aller prélever la même case qui est pointée par le même pointeur T. Non, on a dit qu'une case ne se consomme qu'une seule fois. Une seule fois. Donc, il faut que moi je consomme une case, j'incrémente le T. Vous venez pour prendre la prochaine case parce que vous avez l'autorisation du sémaphore, il y a des cases. OK, voilà l'idée. Donc, on a besoin finalement de créer l'exclusion mutuelle au sein de chaque famille quand il s'agit de déposer pour les producteurs et respectivement consommé pour les consommateurs. Donc, vous avez deux sémaphores d'exclusion mutuelle. D'accord? Un pour les producteurs et un pour les consommateurs. Voilà, Shabab. L'accès. Alors, quand on fait ça, justement, vous allez dire, monsieur, pourquoi on a augmenté le nombre de producteurs et de consommateurs? C'est pour gagner du temps, pour aller plus vite. Mais vous avez créé un problème. Vous avez rendu le tampon exclusif. Donc, vous êtes revenu à la séquentialité. Ah, la mouchkine. Est-ce que vous avez compris le problème posé? Maintenant, je vais vous parler de la solution.
On a voulu, quand on augmente le nombre de producteurs, gagner en temps d'exécution. On veut que les gens travaillent en parallèle. Mais là, je n'ai pas permis le parallélisme quant à l'accès au tampon. Ils sont séquentiels. Vous allez dire, monsieur, donc c'est pas intéressant d'avoir plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. Moi, je vous dis si. Si, c'est intéressant. Alors, je vais répondre à cette question-là plus tard, mais je vais terminer parce que je n'ai pas terminé ce que j'ai à dire sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, l'accès au tampon étant séquentiel, c'est vrai, pour chaque famille. Et donc, la solution est proche de celle des producteurs et un consommateur, d'un producteur et d'un consommateur. Donc, les deux propriétés que j'ai énoncées tout à l'heure, elles restent valides. On ne travaille jamais sur la même carte. C'est l'ordre de consommation sur l'ordre de production et on ne se bloque jamais simultanément, le producteur et le consommateur. D'accord? Ça, c'est clair. Bon, je reviens maintenant à ce que je viens de dire. La production des articles peut se faire en parallèle. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux produire un article. Là, il n'y a pas de synchronisation. Moi, je suis un producteur, mon collègue, c'est un producteur, mon autre collègue, tous les autres collègues peuvent produire simultanément. Mais quand il s'agit de déposer, on met la chaîne, on fait la chaîne. C'est tout. C'est comme si je vous charge de me construire quelque chose. Hein. Construisez-moi un pot avec de l'argile. Bon, la construction du pot va vous prendre une demi-journée, peut-être une demi-journée, je ne sais pas, quelques heures. Vous êtes nombreux à le faire. Mais quand il s'agit de déposer dans les étagères, et je vous dis, faites la chaîne. Déposer, ça prend un petit temps pour déposer. C'est juste rien du tout. Je me bloque pour un temps limité. Je dépose et puis je repars. Donc, le temps de production est grand. On gagne en parallélisme, justement. Alors, on va le faire plus précisément sur un diagramme que vous voyez ici. Pour voir que malgré, voilà ce que je veux dire, malgré qu'on a rendu les tampons exclusifs pour chaque famille, malgré cela, on gagne en parallélisme par rapport à deux processus producteurs et un producteur et un consommateur. On gagne mieux. Alors, vous allez. Imaginez qu'on a un producteur et solution avec un producteur et une solution avec 4 producteurs. Je vais revenir maintenant à la solution d'un producteur. Qu'est-ce qu'il va faire le producteur? Il va produire tout ce temps-là pour produire. Juste après, il va déposer. C'est bien ça. Il va produire, il va déposer. Produire, déposer, produire, déposer. Voilà ce qu'il va faire. Vous êtes d'accord? Mais ça, c'est la solution d'un seul producteur et un seul consommateur. Bien sûr, le consommateur, lui, il peut travailler. Moi, je suppose qu'il y a toujours des cases vides. Il peut déposer, déposer, déposer. D'accord? Déposer, c'est avec cette couleur-là, en orange. OK? En rose, pardon. Rose. Très bien. Euh, le producteur. Voilà, la solution avec 4 producteurs. Producteur 1, 2, 3, 4. Les producteurs peuvent produire en parallèle, vous êtes d'accord? C'est comme l'air. Ils produisent en parallèle. Je produis, je produis, je produis, je produis. Personne ne nous empêche. Mais une fois qu'on a terminé, on termine en même temps la production. Il y a un seul qui va déposer. Bon, celui-là, quand il termine de déposer, il peut se remettre à produire. Personne ne l'empêche. Pas de problème. Il sort. Connexion mutuelle, il va faire vidéo un peu, hop, il va revenir pour produire. Personne ne l'empêche. Mais les autres qui sont bloqués, le premier de ceux-là, une fois que moi j'ai terminé de déposer, lui, il peut déposer. Les autres attendent. Et quand il termine de déposer, il commence à produire. Vous voyez le temps de production, comment il termine. Maintenant, comme moi je termine de déposer, mon autre collègue va déposer aussi. Et après, il produit. L'autre collègue, il va déposer ici. Vous voyez le temps? Ils sont 4. Un a pu déposer juste après. Le troisième, il a attendu 3 fois le temps de dépôt pour qu'il puisse déposer. Mais le temps de dépôt n'est pas grand. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont continuer de cette manière-là. Celui-là, il termine la production en premier. Tous les autres n'ont pas terminé de produire, vous voyez. Donc là, il n'y a pas d'attente, justement. Alors lui, il va terminer de déposer, il va reprendre la production. Celui-là, dès qu'il termine la production, ça y est, c'est le moment où il peut déposer. Il dépose et c'est la même chose que l'autre. Il dépose, c'est la même chose que l'autre. Et ça continue de cette manière-là. Alors, voilà.
Si on compte maintenant combien, pour un seul producteur, combien de dépôts ont été réalisés? Il y a combien? 6 dépôts. Vous remarquez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec ces 4-là, combien on a pu déposer? 4, 8, 12, 16, 20, et on va dire 22, la moitié de seul, hein, jusqu'à ce moment-là. La moitié, 22, on va dire. Vous voyez à peu près, en moyenne. 22, c'est quand même, par rapport à 6, c'est beaucoup plus grand. On a l'intention de déposer, on a l'impression de déposer, de faire les choses en séquentiel, mais vous remarquez bien avec ce pipeline, on a fait les choses quand même de manière performante. Voilà, donc il y a quand même le gain en parallélisme. Ok, Shabab. J'ai mis 21, mais à peu près 22 en moyenne. Alors 21 en comptant que celui-là, jusqu'ici. Je n'ai pas compté les 3 autres. Alors que les autres 3 autres, chacun a fait quelque chose comme ça. Vous voyez, mais à la longue, c'est quand même du gain. Voilà, Shabab. Donc, c'est terminé cela. Qu'est-ce qui reste? Donc, il y a ces dépôts. Bon, on a parlé du modèle d'un producteur et des consommateurs. On a parlé du modèle de plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Mais on peut parler aussi de modèle d'un producteur, plusieurs consommateurs. Par exemple, si le producteur est très, très, très rapide et les consommateurs ne le sont pas, eh bien, je peux utiliser un seul producteur avec 4 consommateurs. Mais je peux faire l'inverse. D'accord? Si les producteurs ne sont pas rapides, je vais mettre plusieurs producteurs et le consommateur est rapide. Donc, je vais mettre plusieurs producteurs et un seul consommateur. Donc, on a des modèles intermédiaires qui existent. D'accord? Voilà. OK, donc c'est bon. Et à ce moment-là, quand il y a un seul producteur, plusieurs consommateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le PC parce qu'il y a un seul producteur. Si c'est consommateur qui est unique, on va enlever le P de mutex et le P. Ok, Shabab, alors c'est quoi l'heure maintenant? On va arrêter le cours à ce niveau-là. C'est bon, on a avancé, on a fait le producteur consommateur, c'est déjà bien. Ok, on va revenir au TP, au TD, pardon, m'excuse, TD, 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 TD. Est-ce qu'il y a des questions tout d'abord? TD, on est dans la série 2, c'est ça? Est-ce que vous voyez le partage pour le TD? Bon, on avait ça. Généralisation, donc j'ai dit que vous le voyez en ligne. Ça, j'ai donné quelques idées, je n'ai pas terminé. Ok, 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 ok. Alors, très bien, exercice 9. Donc, ce que je n'ai pas fait, vous les voyez en ligne, d'accord? Voilà, ce n'est pas sorcier en tout cas pour l'exercice précédent. La généralisation à N, bon, elle est un peu délicate, mais suivez l'habitude. Exercice 9, 9, 9, 9, 9. On vient de faire ce matin-là les événements. Alors, ce qu'on va faire maintenant, essayez de lire. On suppose un système constitué. Alors, pardon. Ce que je fais. Voilà. Le partage, vous le voyez, c'est bon? Il y a problème, dites-le moi. Pour moi, vous voyez. OK? Donc, on suppose un système constitué de. Donc, ça part, c'est et bien.
Donc, ce système est composé uniquement de deux événements mémorisés, E1 et E2. On va résumer. On n'a que deux événements, E1 et E2. C'est des événements mémorisés. OK? Écrire une implémentation à l'aide des sémaphores des deux primitives suivantes. Attendre E1 et E2. Voilà comment j'interprète cette primitive. Elle permet d'attendre que les événements E1 et E2 se produisent. Si E1 se produit tout seul et l'autre est nul, eh ben, je me reste bloqué. Si E2 s'est produit tout seul et E1 est nul, je me bloque. Je me réveille quand les deux, si je trouve les deux, produits. Bien. Déclencher EI. Déclencher EI, ça veut dire que je déclenche soit E1, soit E2. Il permet de réveiller tous les processus en attente de cet événement, dont on appelle l'événement, si leurs conditions sont satisfaites. Qu'est-ce que ça veut dire leurs conditions? Les processus, quand ils attendent E1 et E2. Moi, je viens de déclencher EI. Ça peut être 1, ça peut être E2. C'est tout. Mais l'autre, je ne sais pas ce qu'il est mémorisé ou non. La condition est vraie, c'est l'autre est mémorisé, bien sûr. Moi, je déclenche celui-là et l'autre est mémorisé. Là, ça devient vrai pour le processus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Permet de réveiller tous les processus en attente de cet événement si leurs conditions sont satisfaites et l'événement est acquis. Si aucun processus ne l'attend, l'événement est mémorisé. Bien, alors, on va réfléchir sur la solution. Comment faire? Donc, on veut implémenter, on veut écrire justement les primitives attendre et déclencher, qui sont faites de cette manière-là, avec cette sémantique. Tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi, on va déclarer les événements. Ouais, il est connu par un nom et il est créé par une déclaration. Je déclare E, c'est un tableau 1 à 2, ça veut dire E1 et E2, d'entier, parce qu'ils prennent des valeurs entières, 0 et 1, initialement à 0, 0 pour dire acquis. Donc E1 égale à 0, E2 égale à 0. D'accord? Initial. OK. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'un processus, quand il va exécuter attendre E1 et E2, il y a deux cas. Soit qu'il se bloque, soit qu'il ne se bloque pas. Il se bloque si la condition E1 et E2 n'est pas vraie. Peut-être que E1 égale à 0, peut-être que E2 égale à 0, peut-être que les deux sont à 0. Il va se bloquer. Donc, s'il se bloque parce qu'on va implémenter à l'aide des sémaphores, qu'est-ce qu'on va faire? Mettez-moi dans le chat quelque chose, s'il vous plaît. Comment on va bloquer le processus? Un des processus, on suppose qu'on a plusieurs processus. On suppose qu'on est dans un environnement où il y a plusieurs processus. Chacun peut exécuter, attendre, E1 et E2. Chacun peut exécuter, déclencher soit E1, soit E2. Ça dépend de l'application. Peu importe. L'essentiel qu'ils ont la possibilité de faire ça. Bien. Donc, à tout moment, chacun peut exécuter, attendre, chacun peut exécuter, déclencher. Si un processus est bloqué, il attend que l'autre le débloque, un autre le débloque. Alors, comment on va faire? Les sémaphores, comment on va faire, Shabab? Non. On va utiliser un sémaphore si je veux me bloquer volontairement. Si je veux me bloquer volontairement, quel sémaphore je vais utiliser? Sémaphore d'excision mutuelle, sémaphore compteur, sémaphore privé, ou système. Privé, voilà, c'est très facile. Très bien. Donc, il y a nécessité de faire attendre un processus si le prédicat n'est pas satisfait, s'il est faux. Donc, on a besoin d'un sémaphore privé, S, voilà, initialisé à 0. Plusieurs processus peuvent être en attente. Vous êtes d'accord avec moi que quand la condition est vraie, on réveille tout, quand on vient déclencher un événement, il y a plusieurs processus qui attendent. Sûrement que quand la condition devient vraie, elle devient vraie pour tous les processus. Vous êtes d'accord? Pour tous les processus en attente. Donc, je vais les réveiller tous. C'est ce qu'on a dit ici. On réveille tous les processus en attente. Et donc, je dois connaître le nombre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Quelqu'un fait P2S et se bloque, P2S et se bloque, un autre P2S et se bloque, mais je ne sais pas combien ils sont bloqués. Combien de fois je vais faire V2S? Je dois savoir leur nombre. Donc, j'ai besoin d'un compteur. J'ai besoin d'un compteur pour compter le nombre de processus qui se bloquent sur le S. Okay? Quand quelqu'un vient de se bloquer, il va faire P2S. Avant qu'il fasse V2S, il va incrémenter CPT pour se compter. Il se compte, il se dit, moi je suis 1. Et donc l'autre, quand il vient réveiller, il va faire CPT fois. Si CPT égale à 5, donc il va faire 5 fois le V2S. Vous voyez, donc on a besoin de compter. Là, je suis en train de préparer les structures de données nécessaires pour l'implémentation des deux primitives. Bon, on a deux variables qui sont manipulées ici, dont attendre et déclencher. Lesquelles? Vous pouvez me les indiquer par rapport à cela? Où est-ce qu'elles sont les variables? Le sémaphore, il est déjà protégé par PV, on n'a pas besoin de le protéger. Mais il y a le E et il y a le CPT, ce sont des variables entières. On ne peut pas permettre à deux processus de les manipuler simultanément, donc on doit protéger. Donc, on doit utiliser un mutex, un sémaphore d'exclusion mutuelle pour protéger les variables. Ça devient section critique, d'accord? Donc, je vais faire P de mutex et à l'intérieur, je manipule comme je veux le E et le CPT. Quand je termine, je vais faire V de S, mutex, pardon. OK? Voilà, ça c'est pour déterminer les variables nécessaires. Maintenant, on va écrire les primitives. On a la primitive attendre, E1 et E2, et on a la primitive déclencher, EG. G peut être 1, peut être 2. Un paramètre en entrée. Bien, donc, on va commencer le travail. On va déclarer E. Donc, dans les solutions, c'est des variables partagées. On a le E, le CPT sont des variables. Le mutex et le S sont des... L'accès aux variables est indivisible. On va faire en sorte qu'il soit indivisible. Oui, mais parce que là, on est en train d'implémenter. Sinon, on remplace le système d'exploitation ici. On implémente les primitives. Donc, les primitives, attendre et déclencher. Quand quelqu'un est en train d'exécuter attendre, quelqu'un d'autre ne doit pas exécuter attendre. Donc, c'est nous-mêmes qui vont prendre en charge l'exclusion mutuelle. Ce n'est pas comme les sémaphores, c'est automatique. Le système les prend en charge, le système d'exploitation, parce que c'est défini chez lui. Mais là, nous, on veut les implémenter nous-mêmes. D'accord? Donc, on doit se charger de tout. Voilà, OK. Alors, donc, j'ai l'événement E, qui est un tableau, hein, un processus qui vient pour attendre E1 et E2. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a deux cas. Soit qu'il se bloque, soit qu'il ne se bloque pas. S'il se bloque, bien sûr, il se bloque sur le sémaphore S. S'il ne se bloque pas, c'est bon, c'est bien, il va passer. Mais qu'est-ce qu'il va faire comme test? Dans quel cas il se bloque? J'attends E1 et E2. Donc, je me bloque, j'attends jusqu'à ce que E1 et E2 se produisent. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si E1 égale à 0 ou E2 égale à 0, je me bloque. Si au moins un des deux est nul, je me bloque. C'est la condition. Si E1 est différent de 1, parce qu'il prend la valeur 0 ou 1, si E1 est différent de 1 ou E2 différent de 1, au moins un des deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me bloquer sur P de S. Et donc, j'utilise le sémaphore pour me bloquer, comme on a dit. Sémaphore S. Et je vais faire P de S. Sinon, bien sûr, je dois faire quelque chose avant. Sinon, c'est-à-dire E1 n'est pas différent de 1 et E2 n'est pas différent de 1. Ça veut dire que les deux sont à 1. Ça veut dire que je ne me bloque pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'ils sont à 1 tous les deux, je vais acquitter les événements. Ils sont à 1 tous les deux, je vais les remettre à 0. Là, je les concentre, et je termine. Voilà ce que ça veut dire. OK? Maintenant, celui qui vient, on va compléter après, hein, on va compléter. Celui qui vient pour exécuter, déclencher EG. Si EG était déjà égal à 1, pourquoi déclencher? Il est déjà déclenché, ça ne sert à rien, il est déjà à 1.
je ne change rien, je n'ajoute rien du tout. Donc, j'ajoute quelque chose s'il est différent de 1. Voilà. Donc, je vais tester. Si EG est différent de 1, là, je vais faire un travail. S'il est égal à 1, je sors, je vais partir. Il n'y a rien là. Il est déjà mémorisé. Donc, si EG est différent de 1, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, moi, je veux le mettre à 1 parce qu'il est à 0 maintenant. Je vais tout d'abord voir est-ce qu'il y a des gens en attente. Parce que égal à 0, c'est sûr que il peut y avoir des gens en attente. Si on n'a pas, je vais le mettre à 1 et je pars. S'il y en a, je vais voir maintenant l'autre. Si l'autre événement est à 1, je vais réveiller les gens parce que moi, je viens de mettre celui-là à 1, l'autre est à 1, je le réveille. Donc, il y a des cas que je dois voir. Premièrement, si le EG est différent de 1, là, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir est-ce qu'il y a des processus bloqués. S'il n'y a pas de processus bloqué, je le mets à 1 et je pars. Parce qu'il est à 0. D'accord? Mais savoir qu'il y a des processus bloqués, j'ai besoin du compteur CPT. Mais je peux aussi, je peux le mettre à 1 et puis s'il faut le remettre à 0, je vais le remettre à 0 quand je réveille des processus parce que je vais acquitter. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai opté pour simplifier les choses. Donc, si EG est différent de 1, je le mets à 1. OK. Maintenant, je vais voir l'autre. Est-ce qu'il est à 1 ou à non? Et est-ce qu'il y a des gens en attente? S'il n'y a pas de gens en attente, il n'y a rien à faire. Donc, il y a nécessité de voir est-ce qu'il y a des processus en attente. D'accord? Très bien. Alors, شوفوا هنايا comment j'ai fait les choses. Le G, ça peut être 1, ça peut être 2. Je ne sais pas lequel que je viens de mettre à 1. Si G égale à 1, si G égale à 1, ça veut dire que je viens de mettre E1 à 1. Je vais voir est-ce que E2 est égal à 1. Si E2 est égal à 1, ça veut dire que si les deux sont à 1. L'autre cas, si G est égal à 2, c'est-à-dire que je viens de mettre G, E de 2 à 1. Et E de 1 est égal à 1. Ça veut dire, pour les deux cas, les deux sont à 1. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Si les deux sont à 1, alors je vais voir, hein, ça veut dire la condition est devenue vraie, 1, 1. Est-ce que des gens en attente? S'il y a des gens en attente, je vais les réveiller. Donc, j'ai besoin de CPT. Mais CPT, il faut l'entretenir ici. Quand un processus arrive, il trouve qu'il doit se bloquer, mais avant de se bloquer, il va se compter. Je me compte, je me bloque. Quelqu'un d'autre arrive, il se compte, il se bloque, il se compte, il se bloque, etc., etc., etc. C'est bon. Donc, il y a CPT personnes bloquées. Là, donc, je vais tester CPT. Si CPT est différent de 0, ça veut dire qu'il y a des gens bloqués. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle. Si CPT est différent de 0, donc je vais réveiller tous les CPT processus. Si CPT égale à 5, je vais réveiller 5 processus. Donc, je vais faire une boucle tant que CPT est différent de 0, faire V de S, CPT, soit CPT moins 1. Je réveille tout le monde parce qu'ils sont bloqués ici. Ils sont 5 bloqués. CPT différent de 0, je vais faire une boucle de réveil. 4, 2, 3, 2, 1, 0. Hop, j'ai réveillé tout le monde. Tout le monde est réveillé. Hop, il va partir. Et moi aussi, je vais partir. OK? Voilà. Donc, maintenant, c'est cohérent. Il reste maintenant à protéger les variables que je manipule. Les variables. Donc, le reste, c'est correct. Je suis venu, j'ai trouvé un des événements que je voulais déclencher à n'est pas égal à 1, donc il est nul. Je l'ai mis à 1. Je vais consulter l'autre événement, parce qu'il y a deux cas. Est-ce que c'est à 1? Si l'autre événement est à 1, alors dans ce cas-là, je vais réveiller les processus s'il y en a. S'il n'y a pas, je ne réveille personne. Je laisse G à 1 et puis je pars. Mais quand je réveille les processus, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai dit, je vais acquitter les événements. Je vais les mettre à 0. Je viens de mettre 1 à 1, je le remets à 0. Et l'autre qui était à 1, j'ai donc, maintenant, c'est complet. Ce qui reste maintenant, c'est juste la protection des variables de synchronisation. Je protège E1, E2 et CPT. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un même mutex initialisé 1. Quand je viens exécuter la primitive déclenchée, par exemple, je vais faire P de mutex. Et à la fin, je vais mettre V de mutex. Bien sûr, quand je fais P mutex, personne d'autre ne peut travailler comme moi. Je travaille seul.
hein, jusqu'à ce que je termine. Et cette primitive-là n'est pas bloquante. Donc, je fais un travail. Quand je termine, je vais faire vide mutex. C'est bon. Par contre, là, il faut faire attention. Là, bien sûr, c'est le même mutex parce que c'est les mêmes variables que je manipule, E2 CPT, E1, E2 CPT, là et là. D'accord? Donc, je vais utiliser le même mutex. Je vais faire plus de mutex, mais là, il y a deux cas. Soit que je me bloque, soit que je ne me bloque pas. Si je me bloque, attention, parce que j'ai verrouillé, je dois déverrouiller avant que je me bloque. Ici, je vais faire plus de mutex. Si je ne me bloque pas, je vais le faire ici. Voilà. Donc, je fais un puits de mutex. Si je sors par là, je vais faire un vide mutex, c'est normal. Si je sors par là, je vais faire un vide mutex. Donc, le vide mutex est exécuté une seule fois. Si je passe par là, ou bien je passe par là. Imaginez que je ne veux pas faire vide mutex ici, et je me bloque. Personne d'autre ne peut exécuter, déclencher, ni attendre, parce qu'ils vont se bloquer. Il y aura un interblocage. Donc, voilà, c'était juste nécessaire pour protéger les variables lors de la manipulation. La manipulation est terminée, ben, je vais libérer et puis je me bloque. Voilà, Shabab, la solution est complète. Dans 5 minutes, ça va se connecter. Donc, on va se reconnecter. OK? Voilà, donc ça, c'est les variables déclarées, les structures de données. Ça, c'est les primitives qu'on a définies. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Bien sûr, il y a la vidéo qui vous permet aussi de revoir 1000 fois si vous voulez. OK, Shabab. Pas de questions? راكم تشاركوا بزاف les premières séances كنتوا شويه actifs تعبتوا ولا واش qu'est-ce qui se passe? Dites-moi s'il vous plaît. Parlez, je veux que quelqu'un parle. J'ai l'impression d'être seul. La belle comme. Shabab, vous êtes là, vous êtes vivant? Est-ce que vous êtes vivant؟ ولا راكم راقدين في السرير؟ وقيلا راكم راقدين vous êtes connectés ورحتوا ترقدوا. Dites-moi s'il vous plaît. Hein? Comme vous voulez. Pour moi, s'il n'y a pas de commentaires, tout va bien. Oui, c'est quoi? Vous êtes endormi ou bien vous êtes en train de suivre? Hein? Vous êtes en train de suivre parce que si on est endormi, on n'écoute même pas ce que je dis. C'est bien ça. OK. Voilà. Bon, je termine ceci. Bon, il n'y a pas de question. Je ne sais pas est-ce que je dois dérouler ou non. Hein? Est-ce que vous voulez que je déroule sur un petit exemple? Je ne sais pas dans la vidéo est-ce que j'ai déroulé ou non, j'ai oublié. Bon, vous n'avez rien dit, donc je vais passer à la prochaine. Hein? D'accord? S'il y a des... Alors, on va continuer. On va continuer. Les autres qui se connectent. C'est juste un clic en principe.
Alors, si on veut dérouler la solution, qu'est-ce qu'on fait? On va supposer qu'on est dans un environnement, dans une application où il y a plusieurs processus, un nombre indéterminé. Chacun peut exécuter à tout moment la primitive attendre ou bien la primitive déclencher. D'accord? C'est ça, l'environnement est de cette manière-là. On va essayer de gérer tout cela. D'accord? Alors, les autres se connectent, se connectent. Bien, je vais quand même dérouler un petit peu, ça vous permet de comprendre. Comme j'ai dit, je vais supposer qu'on est dans un environnement où il y a plusieurs processus, un nombre indéterminé, c'est une application. Chacun peut à tout moment exécuter, soit attendre, soit déclencher, cela que vous voyez ici. On suppose donc qu'on a ces éléments-là, donc E1, E2 c'est 0, S0, mutex c'est 1, mais c'est 0. Hein. Mutex c'est en exclusion mutuelle, c'est la valeur 1. Donc là, c'est une erreur, s'il vous plaît, corrigez-la. Même si dans la vidéo, elle est 0, c'est 1. Là, j'ai mis 1, vous remarquez. Le texte, c'est 1. Ça doit être un 1 ici. Hein. OK? CPT, c'est 0. Bon, on va supposer, par exemple, qu'un processus arrive et il veut exécuter attendre. E1 et E2 sont à 0. Il va dire, puis de mutex, ça devient 0. Donc, je travaille tout seul, je suis tranquille. Est-ce que 1 est différent de 1? Oui. Est-ce que E2 est différent de 1? Oui. Les deux sont différents. 1, donc je vais me bloquer. La condition est claire. Je vais me bloquer. CPT, ça va être 1. Je libère le mutex. Si un autre est en train d'attendre ici, il fait le mutex, il va se bloquer en attendant que celui-là fasse un B, le mutex. D'accord? Sinon, mutex va être à l'état de repoussé 1. Et je vais faire P de S, ça devient moins 1, je me bloque. Supposons qu'un premier processus s'est bloqué. OK. Quelqu'un est venu à déclencher, il déclenche l'événement E1, par exemple. Il déclenche l'événement E1. J est égal à 1. P de mutex, tout seul. Est-ce que J est égal à différent de 1? Oui, c'est 0. C'est 0. Les deux sont à 0. L'événement que je veux déclencher, le 1, et les 0. Donc, je vais le mettre à 1. E1, je vais le mettre à 1. Maintenant, je vais voir est-ce que l'autre événement est à 1. Si J est égal à 1, oui, je suis dans le cas où J est égal à 1. Si J est égal à 1, donc E1 c'est 1, et E2 n'est pas égal à 1. J n'est pas égal à 2, donc c'est faux. Alors cette condition-là est fausse. Ça veut dire que la condition n'est pas vérifiée. Même s'il y a des processus en attente, je ne peux pas les réveiller. Et c'est le cas. Il y a un seul qui est bloqué, hein, CPT1. Je ne peux pas les réveiller parce qu'il n'y a que E1 qui est égal à 1. Un deuxième processus arrive. Attendre E1 et E2. Il va faire bon, celui-là, il va sortir justement, hein, donc c'est faux, donc il va sortir, vide mutex, donc ça devient 1, hop, il sort, c'est clair. Un deuxième processus arrive, ou bien celui-là qui était bloqué ici, peu importe, je suppose qu'il arrive à faire pi de mutex. Ça devient 0. Est-ce que E1 est différent de 1? Ce n'est pas différent de 1, le E1. C'est 1, c'est faux. Mais est-ce que E2 est différent de 1? Oui, E2 est différent de 1, c'est 0. Donc la condition est vraie. Donc je dois attendre. Il manque un événement qui est à 0. CPT, ça devient 2. Je vais faire vide mutex, je libère. Et puis PS, donc je vais bloquer le deuxième. OK? Très bien. Maintenant, il y a un processus qui arrive. Il va déclencher E2. Imaginez qu'il déclenche E2. D'accord? Il a déclenché E2. Donc, c'est J est égal à 2. P de mutex. Si C de J est différent de 1, oui, c'est 0. Je vais le mettre à 1. E1 était à 1. Maintenant, E2, parce que J égal à 2 maintenant, je vais le mettre à 1. Les deux sont à 1. Alors, il va tester est-ce que les deux sont à 1. Cette condition-là pour dire est-ce que les deux sont à 1? Oui, ça devient vrai. J est égal à 2. Ce n'est pas 1, ça c'est faux. Mais J égal à 2 et E1 est égal à 1. Donc, les deux sont à 1. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est petit différent de 0? Oui, il y a deux qui sont bloqués. Qu'est-ce que je vais faire? Tant que c'est petit différent, je vais réveiller 1. C'est PT moins 1, ça devient 1. C'était 2. CPT différent de 0, oui, parce que c'est 1. Je vais réveiller le deuxième CPT moins 1, donc ça devient 0.
hop, ça y est, j'ai réveillé deux. Deux qui sont réveillés, ils vont sortir directement, ils vont partir. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Juste après, je vais remettre E1 à 0 et E2 à 0. Vous voyez, ça marche. Il y a un qui est venu, il est bloqué parce qu'il n'y a aucun événement qui est mémorisé. Entre autres, un a mémorisé un événement. L'autre est venu, il a trouvé un seul événement mémorisé. Le premier n'a trouvé aucun événement mémorisé. Bloqué. L'autre se bloque. Maintenant, l'autre qui est venu, pour mémoriser, il a réveillé les deux et c'est bon, il a acquitté les événements. L'autre cas de figure, imaginez qu'il y a un processus il n'y a pas de processus qui arrive ici, mais il y a un qui arrive ici. Il va déclencher l'événement E1. Est-ce que 1 est différent de 1? Oui, parce qu'initialement c'est 0, hein, c'est égal à 0. Je vais mettre E1 à 1. Bon, le deuxième événement n'est pas égal à 1. Donc, c'est clair, c'est faux, la condition est fausse, donc je vais sortir. Place, je sors. Il y a un autre processus qui vient déclencher l'événement E2. OK? E2 est différent de 1, oui, je vais le mettre à 1. Maintenant, les deux sont à 1. Donc, cette condition-là est vraie. Cette condition-là est vraie. Est-ce qu'il y a des gens en attente? Il n'y a personne en attente, monsieur. CPT égale à 0. Donc, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. C'est ainsi. D'accord? Il va sortir donc vide du texte. Maintenant, un processus qui arrive ici, sachant que les 10 événements sont mémorisés, où je dire? Attendra un E2, puis texte, est-ce que E1 est différent de 1? Non. Est-ce que E2 est différent de 1? Non. Donc, 0 ou 0, c'est un 0. Donc, c'est faux. Donc, je ne me bloque pas. Les deux sont mémorisés, je vais mettre E1 à 0 et E2 à 0 et je pars avec mes deux textes. Voilà, donc vous voyez bien que j'ai dit oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pour tous les cas possibles. Voilà, cher. Alors là, c'est un peu compliqué. Proposer une implémentation. Celle-ci, vous allez la voir en deuxième question dans la vidéo. Hein. Dans la vidéo. Je ne vais pas la faire. OK. Alors cet exercice-là, que vous voyez ici, je l'ai inspiré, hein, d'accord, d'un autre exercice qui est plus grand que celui-là et plus complexe qu'on a donné. Je me souviens, donc j'étais présent en concours national pour la bourse à l'étranger, pour les ingénieurs. Ça fait longtemps, des années 90. Okay? On leur a donné un sujet qui comportait cet exercice-là, qui est beaucoup plus compliqué que celui-là, comme étant un sujet de concours pour avoir la bourse, pour aller à l'étranger. Ça, c'est les ingénieurs qui ont terminé. Et bon, et pour aller à l'étranger, il faut passer par un concours. Il n'y a pas tout le monde qui va à l'étranger. OK? Voilà, on l'a donné. Donc, je me souviens, on l'a fait à l'ESI, à l'INI. L'Institut national d'informatique. Maintenant, c'est l'École supérieure d'informatique. Et là-bas, donc, il y avait les étudiants de Soir, les étudiants de l'INI, les étudiants de Tizi Ouzou. Ils sont venus passer le concours. Voilà. Bon, ça, c'est l'histoire. Alors, on s'intéresse aux événements mémorisés toujours. On définit les primitives suivantes. Wait, K, E1, jusqu'à 1. Ça, c'est un entier. Alors, c'est quoi comment ça fonctionne, cette primitive-là? Elle permet d'attendre K événements sur N déclenchés par des processus quelconques. Il faut que le N soit supérieur à. Qu'est-ce qu'il va faire, le processus? Il va compter le nombre d'événements qui sont à 1 parmi cette liste-là. S'il trouve que le nombre est égal à K, qui sont 1, ou bien supérieur à K, il ne se bloque pas. S'il trouve que le nombre d'événements qui sont à K, qui sont à 1, est inférieur à K, dans ce cas, il se bloque. Voilà la technique. Déclencher, ou bien signal E, déclenche l'arrivée de l'événement E, un seul événement. Et tous les processus en attente de cet événement sont activés si, comme tout à l'heure, si leurs conditions sont satisfaites et l'événement est activé. Ça veut dire que quand je vais mettre E à 1, s'il était à 0, je le mets à 1.
et je vais voir les processus en attente. Parce que des gens en attente. Je vais voir dans leur liste, est-ce qu'il y a le E que je viens de déclencher. Comme que le E existe, je vais comptabiliser combien d'événements qui sont mémorisés pour ces processus-là bloqués, pour chacun. Si le compte est bon, je réveille le processus. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est un peu plus compliqué que ça de manière simple. Bien. Alors, ce qu'on veut demander ici, c'est d'utiliser cet outil pour programmer l'application suivante cas différents. Programmer, ça veut dire utiliser celle. Utiliser. Mais c'est propre. Voilà. Donc, on va commencer par le cas. Donc, l'application, c'est quoi? Soit trois processus qui ont un rendez-vous important. On en a parlé tout à l'heure. Un processus qui arrive au point de rendez-vous continue son exécution si, on va commencer par ce point-là et puis celui-là. Si les deux autres sont arrivés à ce point. Ce sont trois processus. Moi, j'arrive au point de rendez-vous si je trouve les deux autres. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit là. Sinon, on ne continue pas. Voilà ce que ça veut dire. Mais la deuxième question, si au moins un autre est arrivé. Moi, j'arrive au point de rendez-vous, je n'attends pas forcément les deux. L'essentiel qu'il y ait au moins un, je passe. C'est un autre rendez-vous, un autre type de rendez-vous. Okay? On voit que celui-là, je ne continue mon exécution. Ils sont arrivés au point de rendez-vous. Voilà. Comment faire la solution? Réfléchissez. Vous avez un cours après? Est-ce que vous avez un cours après? Dites-moi s'il vous plaît. Vous êtes 10 personnes sur une cinquantaine, une cinquième, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Alors, خلينا نحكي لكم les vidéos. Hein. Les vidéos هذوك ne vous rendent pas service. Les gens يتكلوا على les vidéos, ça, ويرقدوا ما يحضروش. C'est pas normal ça. Hein? Ah, je ne parle pas de vous, vous êtes présent, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe. Voilà, les autres n'assistent pas. C'est quoi votre avis, s'il vous plaît? Ils n'ont plus besoin de l'online, ça y est, c'est bon. Aucune idée. Et les autres, vous avez une idée? Moi non plus, c'est bien. Hein? On se déclasse la responsabilité. Moi non plus, moi aussi non plus. Voilà, on est quitte. On est quitte. Allez, chef, on continue. Pardon, pardon. Le grippé. Alors, dites-moi, comment on va faire? J'arrive au point de rendez-vous. Hein? L'idée, c'est j'attends que les autres arrivent. C'est bien ça, on va essayer de faire parler la chose. Hein? Quand j'attends, je fais P1, P2, P3. Vous les voyez, trois processus. Quand j'arrive au point de rendez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que les deux autres arrivent. C'est bien ça. Mais je dois tout d'abord annoncer mon arrivée. On l'a dit, hein, souvenez-vous, le matin, pas tout à l'heure dans le cours, on a dit on ne va pas directement faire un wait. Sinon, il y aura un blocage parce que tout le monde va faire un wait, il y aura un blocage. Aucun événement au niveau au départ, bah, c'est bon, blocage, interblocage. Donc, je dois exprimer le fait que je suis arrivé au point de rendez-vous. Première tentative, quand j'arrive, P1, il va dire signal E1, je suis arrivé au rendez-vous. Il va dire aux deux autres, je suis au parleur, je suis là. P2 va faire la même chose. P3 va faire la même chose. Et il faut que ce soit la solution symétrique, hein, ça c'est clair. OK. Et puis, qu'est-ce que je vais faire, moi? P1. Je vais attendre que les deux autres arrivent. Donc, comment je vais l'exprimer avec wait ici? Comment je vais écrire? J'attends combien d'événements? Combien? Dites-moi, s'il vous plaît. Écrivez, écrivez. J'attends deux événements. C'est très bien. Là, là. J'attends deux, mais c'est là. J'attends les deux autres. Moi, je suis là, ça y est, je ne me compte pas. Je suis là. Mais on est trois au total. Donc, j'attends les deux autres. J'attends quoi? J'attends le déclenchement de E2 et j'attends le déclenchement de E3. Donc, j'attends deux événements. Vous êtes d'accord? Comment je vais l'exprimer? Comment je vais l'exprimer? Toi,
اكتبوها wait أيوة je vous attends wait شباب vous êtes vivants j'attends deux événements sur c'est très bien voilà j'attends deux événements sur les événements E2 et E3 dans la liste. Ça, c'est P1 qui le dit. P2, qu'est-ce qu'il va dire? P2, qu'est-ce qu'il va dire? J'attends deux événements sur lesquels la liste? J'attends que P1 arrive et P3 arrive. J'attends 2 sur 2. Voilà, c'est très bien. Et P3, j'attends. Aïe, Shabab. Très bien. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà. Vous allez voir que cette solution-là ne marche pas. C'est comme la première solution qu'on a dit tout à l'heure. Moi, quand j'arrive au point de rendez-vous, je veux dire à mes collègues que je suis là. À mes deux autres que je suis là. Mais malheureusement, je vais le dire à une seule personne. Qui va consommer cet événement-là, il ne va pas le laisser à son collègue. Voilà le problème qui va se passer. Donc, déroulement, on va supposer que les 300 là, on suppose que P1 arrive, va signaler E1, personne ne l'attend, 1 égale à 1. Là, il attend parce qu'il n'y a aucun événement, il y a 0 événement mémorisé sur E2 et E3 parce que ni P2 ni P3 sont là. Donc, j'attends 2 événements. P2 arrive, signal E2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E2? Oui, c'est P1, il est bloqué. Mais si je compte E2, il y a combien d'événements mémorisés pour lui? Il n'y a que 1. Tout à l'heure, c'était 0, maintenant il y a 1, mais il reste E2, E3. Donc, la condition n'est pas vérifiée, donc je ne le débloque pas. Et moi, donc je mémorise E2, je le mets à 1. C'est tout. Et wait, j'attends 2 événements. E1 est mémorisé, c'est vrai, c'est 1, mais E3 n'est pas mémorisé parce que E3 n'est pas là, donc je me bloque. P3 allez, signal E3. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y a des processus qui attendent E3? Oui. Il y a P1, un de E2 déjà mémorisé. E3 il vient d'être mémorisé, hop, donc je peux les réveiller. D'accord? E3 est à 1. OK, donc voilà, E2 et E3 sont à 1. Le processus, celui-là, je le débloque, même celui-là, parce que le E1 est égal à 1 et le 3 est égal à 1. Et bien sûr, j'acquitte 3 événements, ils vont devenir 0. D'accord? Les 3 événements, parce que les 3, on les a utilisés. E2, E3 ici, E1, 1, donc c'est devenu 0. Et E1, E3, donc je les utilise, j'acquitte sur la sortie des 2. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre 2 événements qui sont déjà acquittés. Vous voyez? Je vais rester bloqué, blocage indéfini. Ça ne marche pas. Et donc, on est obligé, la solution est incorrecte, on est obligé d'utiliser, on doit signaler l'arrivée par un événement différent pour chaque processus. Donc, on aura 6 événements. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. P1, P2, P3, 6 événements. Et le chemin va être le même. Donc, moi, quand j'arrive, je vais déclencher 2 événements. 1 pour 2, 1 pour 3. C'est comme tout à l'heure sur le niveau. Et P2 kiff, il va déclencher 2 pour 1, 2 pour 3. 3, il arrive, 3 pour 1 et 3 pour 2. OK. Et après le P1, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire un wait. Je vais attendre que les événements déclenchés pour moi par les processus de P3 se produisent. 2 pour 1 et 3 pour 1. Donc, j'attends 2 événements. La même chose ici. J'attends 2 événements. 1 pour 2 pour moi et 3 pour 2. La même chose. Là, j'attends 2 événements. 1 pour 3 et 2 pour 3. Voilà la solution. Elle est complète. Déroulement, on va essayer de faire le déroulement. Vous allez voir que ça fonctionne. Les 6 événements sont à 0. P1 arrive. Il va déclencher un, 2 personnes ne l'attendent, donc il va être mémorisé. Un, 3 personnes ne l'attendent, il va être mémorisé. Et j'attends, il n'y a aucun événement qui est mémorisé parce que les deux autres ne sont pas là. Hein. E2, 1, E3, 1, déclenché par P2, P3, respectivement, ne sont pas là, donc c'est 0. J'attends. Il me manque 2 événements, c'est 0 sur 2. Je me bloque. P2 arrive. Signal E2 pour 1. E2 pour 1.
OK, il y a quelqu'un qui l'attend? Oui, il fait partie de sa liste. C'est P1. Le compte est bon pour lui? Non, il lui manque E3, 1. Donc, il y a 1 sur 2. Donc, je vais le mettre à 1 et c'est tout. Je vais déclencher E2 pour 3. Il n'est même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend? Non, P3 n'est pas encore là, donc je vais le mémoriser. Il y a 4 événements mémorisés, d'accord? Voilà. P1 lui manque E3, 1. P2 lui manque E3, 2. Donc P2 va se bloquer parce qu'il lui manque E3, 2. E1 pour 2, c'est déjà mémorisé par P1 quand il est bon. P3 arrive, il va déclencher l'événement E3 pour 1. E3 pour 1. E3 pour 1, il y a un seul qui est concerné, qui est bloqué. Si je fais le compte, il y a déjà E2, 1 qui est mémorisé. E3 vient d'être mémorisé, donc ça fait 2. 2 sur 2, hop, je peux les réveiller. Je les réveille, mais avant de les réveiller, je vais mettre E3 à 1 pour l'utiliser dans la comptabilité. D'accord? Donc celui-là, je peux le réveiller. Ça, c'est clair. Est-ce que maintenant, je le réveille. Ça y est, je vais le réveiller. Et je vais acquitter quels événements? E2, 1 et E3, 1. C'est ceux-là qui ont participé dans cette primitive-là, dans le réveil. E2, 1, E3, 1, c'est une nouvelle valeur. E2, 1, c'était 1, ça devient 0. E3, 1, c'était 1, ça devient 0. C'est la dernière valeur qu'on retient. OK, je vais aller à la deuxième primitive. Ça va mettre la première. Je vais déclencher E3 pour 2. Je vais le mettre à 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'attend? Oui, il y a M. P2. Il a déjà E1, 2. E1, 2, c'est 1. Ça n'a pas été changé. Il a changé E2, 1. OK? Je viens de mémoriser E3, 2. Donc, le compte est bon pour lui. Je peux le réveiller. Quand je le réveille, je vais mettre à 0 les événements concernés. E1, 2 et E3, 2. E1, 2 et E3, 2. Attention, les événements E1, 3, il est toujours à 1, on n'a pas remis à 0. Et l'événement E2, 3, il y a 1, il n'a pas été remis à 0. Ils sont spécifiques, spécifiquement réservés au processus 3. Donc, il termine cette procédure-là, c'est bon, il va aller à l'autre pour essayer d'attendre, il va comptabiliser. E1, 3, est-ce qu'il y a 1? Oui. E2, 3, 1? Oui. Donc, 2 sur 2, je ne me bloque pas, je passe. Et il acquitte les événements. Et vous remarquez bien que tous les événements sont passés. Et ça marche très bien. Là, j'ai supposé bien sûr qu'il y a P1 qui arrive, puis P2, puis P3. Ça peut être P2 qui arrive en premier, ça peut être P3 qui arrive en premier, ça marche très bien. Et ils peuvent même venir en parallèle, parce que les événements qui vont déclencher, c'est pour des processus différents, donc il n'y a aucun problème. D'accord? Je l'ai déclenché pour tel processus, il est réservé pour celui-là quand il exécute le wait. Voilà. Et ça marche très bien. Hein. Je n'ai pas le temps pour tester pour les choses, les gens quand ils viennent en parallèle, faites-le vous-même. Et voilà, la solution est correcte. Voilà. Alors, si on veut, le B maintenant, ça c'est le A. Le B, là j'attends que les deux autres arrivent. Là j'attends qu'un seul qui arrive. Comment je vais faire? Est-ce que je peux adapter cette solution-là? À votre avis? الوقت قريب يكمل. Dites-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit votre collègue? Vous êtes d'accord? Là j'attends les deux. J'exige deux. Et donc, E2 est déclenché par P2, E3 est déclenché par P3. J'attends un seul des deux. Mais si les deux viennent, ce n'est pas un problème. Donc, je vais mettre ici la valeur 1. C'est la valeur 1, exactement. 1, 1, 1. Et donc, je comptabilise. Si je trouve que les deux sont là, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, au moins. Je n'ai pas dit exactement 1. D'accord? Donc, au moins un autre. Donc, si les deux arrivent, ce n'est pas un problème. Donc, ça, voilà. Donc, il suffit de mettre le premier paramètre de wait à 1 au lieu de 2. Voilà, c'est tout. هل من أسئلة شباب؟ هي normalement كملنا ادينا 10 normalement كملوا 10. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez un cours juste après s'il vous plaît? Dites-le moi. على الأقل حبيت ندير 5 دقائق برك ماشي 10. Vous avez un cours juste après? Oui. À I10, c'est ça?
TP, voilà, donc à I10, vous allez commencer. À I10. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Bon, je ne vais pas retenir longtemps dans ce cas-là. Je voulais commencer un peu la série 3. Bref, comme ce matin, qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé le chapitre 3, le chapitre 4, j'ai envoyé la série numéro 3. C'est bien ça? Voilà, tout cela. Donc, vous avez ce qu'il faut. Je vais voir comment faire pour le test DTP pour les gens qui ont terminé. Donc, voilà, on verra bien. Très bien. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura TP en présentiel. Alors, mercredi prochain, si je ne dis rien, Inch'Allah, bien sûr, on travaillera, c'est toujours en ligne, hein, en ligne, donc c'est la semaine en ligne. Si je ne dis rien, on commencera à midi, comme d'habitude. Mais sinon, est-ce qu'on peut avancer, je ne sais pas, à l'11 ou à l'10, parce que je risque de m'absenter l'après-midi de mercredi et jeudi aussi. Je m'absente, je me déplace pour une soutenance. Donc, je suis obligé de me... éventuellement. Ça a été fixé pour le jeudi. Je risque de faire un déplacement. Est-ce qu'on peut commencer à 11h ou là, de préférable à 10h30? Là, je termine tôt, ça me permet de me déplacer à l'aise. Dites-moi s'il vous plaît. Votre délégué n'est pas là, mais est-ce que c'est possible? Vous avez un TD à quelle heure? Le TD de 10h à 11h. 11h30, donc ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Bon, on reste en contact, on verra bien, on verra bien. Ok, Shabab. Très bien, donc je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Voilà, je vais vous envoyer les vidéos pour cela et puis voilà. Ok, Shabab, يبقوا على خير.